Rambo était un jeune lynx roux gravement émacié et négligé, arrivé dans un centre de réhabilitation de la faune sauvage sans passé connu et avec peu d'espoir d'avenir. Après 4 mois d'essais infructueux pour le réadapter, alors que sa santé ne cessait de se dégrader, une euthanasie humaine fut programmée. Son arrêt de mort était signé. Connu seulement sous le numéro de dossier 2847, il attendait ses dernières heures. L'histoire de Rambo aurait dû s'arrêter là, si un appel téléphonique inattendu n'avait pas bouleversé son destin. Au centre de réhabilitation de Pine Ridge, la lumière crue des néons accentuait les ombres sur le sol en béton. Le Dr Margaret Willis, vétérinaire depuis 15 ans, effectuait sa ronde ce matin d'octobre. Sur sa tablette figurait le programme de la semaine. Une seule entrée lui nouait l'estomac. Euthanasie prévue vendredi, 14 h, Bobcat 2847. Elle s'arrêta devant l'enclos grillagé et aperçut l'animal blotti dans un coin. Il leva à peine la tête. Rambo, un nom cruellement ironique vu son état, laissait voir ses côtes protubrantes sous une fourrure inégale. Ses yeux, au lieu de briller d'une lueur sauvage, étaient ternes, éteints. 4 mois, murmura Margaret en se remémorant son arrivée. Un randonneur l'avait trouvé effondré près d'un sentier, visiblement mal nourri et porteur de signes de captivité prolongée. Pas de puce, pas de collier, aucun indice. Un jeune lynx, manifestement gardé illégalement avant d'être abandonné. Margaret avait tout essayé. Alimentation spécifique, compléments vitaminiques, enrichissement de l'enclos. Rien n'avait réveillé les instincts naturels de l'animal. Il ne chassait pas, n'évitait pas les humains, restait prostré. Les soignants avaient même installé des jouets en plumes, des cachettes, des troncs d'arbres artificiels. Aucun résultat. Il restait blotti dans le même coin, fixant le mur. Certains jeunes bénévoles l'avaient surnommé « la statue ». Il ne bougeait que pour manger un peu, ou pour se déplacer vers un coin plus sombre. Quand le personnel s'approchait, il ne réagissait même plus comme absent au monde. La politique du centre était stricte. Les animaux non réhabilitables et non adaptés à des programmes éducatifs devaient être euthanasiés. Faute de ressources, aucune place n'était réservée aux cas irrécupérables. Margaret connaissait cette règle. Elle l'avait appliquée avant, avec douleur mais conviction. Pourtant, devant cette créature silencieuse, elle ressentait quelque chose d'inhabituel, une injustice sourde, comme si le destin avait oublié Rambo. Ce matin-là, elle passa de longues minutes immobile devant l'enclos, se demandant s'il restait en lui une étincelle de vie, une raison de continuer à espérer. L'animal restait figé. Elle consulta une nouvelle fois le planning. L'euthanasie était prévue dans 3 jours. Le décompte avait commencé. Elle s'apprêtait à tourner les talons quand son téléphone vibra. Sur l'écran s'affichait « Wild Heart Sanctuary ». « Margaret, c'est Jennifer Morrison de Wild Heart. J'ai entendu par le réseau qu'un lynx roux allait être euthanasié. » Le cœur de Margaret accéléra. Wild Heart était un petit sanctuaire, privé situé à 2 États de là, au Wyoming, connu pour prendre en charge des cas que d'autres ne pouvaient pas assumer. Jennifer avait la réputation de croire aux causes perdues. « Oui, mais je dois être honnête, Jennifer. Il est dans un état lamentable, aucun progrès depuis son arrivée. Il est imprégné, ne chasse pas, ne réagit à rien, ne mange que... par obligation. Il ne tiendra pas longtemps. Envoie-moi son dossier, coupa Jennifer sans hésiter. Nous avons peut-être une option. » Margaret hésita, regarda une nouvelle fois Rambo, puis accepta. Elle transféra tous les documents, les radios, les bilans sanguins, les rapports comportementaux. Jennifer promit de rappeler rapidement. Pendant ce temps, les journées se succédaient lentement au centre, et Rambo, toujours silencieux, semblait déjà se dissoudre dans l'oubli. 3 jours plus tard, Margaret se tenait dans le parking, les bras croisés, regardant Jennifer et une jeune assistante charger avec soin la caisse contenant Rambo. Le lynx n'avait presque pas bougé pendant le transfert. Son regard était vide. Les agents avaient placé une couverture au fond de la caisse et recouvert partiellement le dessus pour filtrer la lumière. Seul un souffle léger prouvait qu'il respirait encore. « Vous êtes bien sûr de vous ?» demanda Margaret. Jennifer hocha la tête avec douceur. « Nous avons une famille d'accueil spécialisée. Tom et Linda Brennan. Ils ont déjà sauvé des félins dans des cas comparables. S'il existe une chance, aussi infime soit-elle, ils la saisiront. On n'abandonne pas tant qu'il reste une lueur. »
Margaret observa le véhicule s'éloigner. Une bouffée d'espoir fugitif monta en elle. Peut-être que l'histoire de Rambo n'était pas encore écrite. Elle resta sur le parking un moment, à contempler l'horizon. Le vent automnal faisait danser les feuilles mortes. Quelque part, à plusieurs centaines de kilomètres, un vieux couple se préparait à accueillir un fantôme silencieux et, peut-être, à le ramener à la vie. La propriété des Brennan s'étendait sur 20 acres de campagne paisible, bordée de collines douces et de forêts clairsemées. Au centre, une ancienne grange avait été transformée en centre de réadaptation à petite échelle avec des enclos renforcés, des plateformes d'escalade et des structures permettant l'observation sans intrusion. Tom Brennan, vétérinaire pour grands animaux pendant 30 ans, avait pris sa retraite aux côtés de son épouse Linda, technicienne vétérinaire. Leur retraite aurait dû être faite de croisières et de déjeuners tranquilles, mais un puma blessé arrivé 5 ans plus tôt avait tout changé. Depuis, ils accueillaient ceux dont plus personne ne voulait. Quand Jennifer leur parla de Rambo, ils acceptèrent sans hésiter. Ils préparèrent l'enclos de quarantaine, disposèrent de la paille fraîche, installèrent des caméras infrarouges pour la surveillance et remplirent les réserves de nourriture. Le jour de l'arrivée, Tom ouvrit la caisse de transport avec une lenteur méthodique. Rambo ne sortit pas. Il fallut attendre de longues minutes avant qu'il rampe vers l'intérieur de l'enclos et se tapisse contre le mur du fond. Il ne grogna pas, ne montra aucune peur. Il était vide. « Il est pire que ce à quoi je m'attendais », murmura Tom. Linda se pencha pour observer l'animal, puis recula. Aucune réaction à notre présence, ni peur, ni agressivité. C'est presque pire. Il est déconnecté. On va devoir aller très lentement. Pendant les premières semaines, Rambo refusa presque toute nourriture. Il ne touchait qu'à de petits morceaux de poulet cru déposés discrètement dans l'enclos, et seulement quand la zone était vide. Tom et Linda adoptèrent une routine. Présence calme, constante, sans tentative d'interaction. Ils s'asseyaient, à l'extérieur de l'enclos, lisaient, tricotaient, écoutaient de la musique douce. La première étincelle se produisit un matin où Linda tricotait une écharpe. Par habitude, elle fredonnait une vieille berceuse. Soudain, elle sentit un regard posé sur elle. Rambo, toujours recroquevillé, avait levé les yeux et observé le mouvement de ses mains. Elle ne bougea pas, continua à fredonner et surtout à ne pas le regarder directement. Ce jour-là, il mangea un peu plus que d'habitude. Peu à peu, les signes se multiplièrent. Rambo se déplaçait davantage, changeait de coin, reniflait le sol, levait les yeux vers les plateformes. Tom commença à jouer de la guitare à distance, des mélodies lentes, apaisantes. Un jour, Rambo s'approcha à 2 mètres. Son regard était toujours profondément triste, mais il semblait présent. Linda introduisit un jouet à plumes dans l'enclos. D'abord ignoré, le jouet disparut un matin. Sur les enregistrements de nuit, on vit Rambo l'approcher, le toucher du bout de la patte, puis le prendre dans sa gueule et le cacher. C'était infime, mais c'était une victoire. Après 6 semaines, il y eut un moment qui bouleversa Linda. Elle s'était approchée de l'enclos pour y déposer le repas du soir. D'ordinaire, Rambo attendait qu'elle parte. Mais ce jour-là, il s'avança lentement et frotta sa tête contre sa jambe. Elle se figea. Le lynx émit un bruit étrange, entre le miaulement et le ronronnement. Tom, qui observait la scène à distance, accourut silencieusement. « Il a cherché le contact », murmura Linda, la voix tremblante. Rambo se frotta une 2e fois, plus assuré. Elle tendit la main qu'il renifla brièvement, avant de s'éloigner doucement. Ils restèrent silencieux longtemps après cela, bouleversés par cette première véritable connexion. Ce soir-là, à table, ils parlèrent de son avenir. Wildart. Elle proposait de le placer dans leur sanctuaire permanent. C'était une option sûre, mais Linda hésitait. « Il s'est lié à nous, Tom, tu l'as vu. Il nous cherche. Il ronronne pour nous. Et moi, je crois que je me suis lié à lui. » Tom hocha lentement la tête. Après 38 ans de mariage, il connaissait ce regard. « Tu veux qu'on le garde ?» Linda ne répondit pas tout de suite. « Je sais que c'est fou. On a déjà 2 chiens et on avait dit plus d'animaux. Mais ce n'est pas un animal de plus. C'est Rambo. Il nous a choisis. » Tom regarda par la fenêtre. Dans la lumière tamisée, le lynx s'était perché sur une plateforme et observait leur maison. « Alors on va faire les choses correctement, dit-il. Permis, inspection, enclos sécurisé, espace intérieur, extérieur.
On collabore avec Wildart. Mais oui, on va le garder. Linda sourit, les larmes aux yeux. Dans l'enclos, Rambo s'était couché et ronronnait doucement, comme s'il avait entendu chaque mot. Les mois qui suivirent furent un véritable tourbillon de travaux, de formalités administratives et de réunions avec les autorités locales. Tom et Linda avaient promis de faire les choses dans les règles. Ils tinrent parole. Ils transformèrent leur grande véranda en un espace de vie adapté aux besoins d'un lynx roux, plateformes en bois, niches, recoins dérobés et surtout un accès direct à un enclos extérieur sécurisé avec double barriérage. Ils firent appel à des spécialistes pour valider la structure, installer des systèmes de caméras et prévoir les dispositifs de confinement d'urgence. Ils contactèrent même d'anciens collaborateurs du refuge Wildart pour faire valider chaque élément. Le projet prit plusieurs mois, mais chaque soir, Rambo observait les avancées depuis sa plateforme avec une patience étonnante. Le grand jour arriva par une chaude journée de septembre. Jennifer, venue en personne, tenait à superviser la transition. Elle s'était assurée que toutes les autorisations étaient en ordre. Linda ouvrit la porte de la caisse de transport avec lenteur, les mains tremblantes. Pendant quelques secondes, rien ne se passa. Puis, lentement, la tête tachetée de Rambo apparut. Il huma l'air, dressa les oreilles, puis s'aventura dehors. Ses pattes glissèrent un instant sur le carrelage, mais il retrouva vite son équilibre. En moins de 2 minutes, il avait exploré la pièce, testé les plateformes, reniflé les angles. Il sauta sur le canapé et s'y installa, comme s'il était chez lui depuis toujours. « Je crois qu'il a compris », dit Tom en souriant. Les premiers jours furent prudemment supervisés. Les chiens du couple, Baxter, un vieux Golden Retriever, et Rosie, une Border Collie anxieuse, étaient maintenus à distance. Rambo pouvait les voir à travers une baie vitrée mais sans contact direct. Baxter, paisible, se contentait de remuer la queue et d'observer. Rosie, en revanche, aboyait et se cachait, incertaine de cette nouvelle présence. Mais Rambo resta imperturbable. Il ne montra aucun signe d'agression ni de peur. Il observait, patient, presque sage. Un soir, Tom oublia la porte coulissante ouverte. En moins d'1 minute, Rambo entra dans la maison principale. Linda, figée, vit Rosie tétanisée sur son coussin. Mais Rambo passa devant elle avec calme, inspecta la cuisine, puis retourna au salon. Il bondit sur le fauteuil de Tom et s'y enroula. Le message était clair. Il avait choisi son camp. Personne ne bougea. Rosie, intriguée, s'approcha lentement. Elle s'arrêta à 1 mètre. Rambo ouvrit un œil, bâilla, puis se rendormit. Ce fut le début d'une cohabitation improbable. En quelques semaines, ils partageaient le même espace sans tension. Parfois même, Rosie laissait tomber une balle de tennis près de Rambo, qui l'ignorait royalement. Mais un jour, elle trouva le courage de s'allonger à ses côtés, sans le toucher, comme si elle voulait juste lui dire qu'elle était là. Rambo avait ses habitudes. Il se levait au lever du soleil, guettait Tom et Linda à la fenêtre, puis faisait sa ronde dans l'enclos. Il aimait les feuilles d'érable, qu'il grignotait avec une attention comique. Linda en apportait souvent des brassées qu'elle disposait près de sa plateforme. Rosie, curieuse, essayait parfois d'en manger aussi, mais les recrachait toujours avec une grimace. Tom filmait ces scènes, hilar. Il en fit même une série de petites vidéos qu'il partagea avec Wildart, où Rambo devenait peu à peu une icône de la résilience. Les soirées étaient sacrées. Rambo s'étendait sur les genoux de Tom, ronronnant comme un moteur, les yeux mi-clos. Des amis venaient voir ce spectacle improbable, un lynx roux, autrefois à l'agonie, devenu un membre à part entière de la famille. Rambo avait même un jouet fétiche, un poisson en peluche qu'il apportait à Tom avec une solennité presque comique. Il le déposait à ses pieds, puis sautait sur son arbre à chat pour s'y prélasser comme un roi. Tout n'était pas simple. Il fallut remplacer 2 canapés, installer davantage de structures de griffade et gérer le régime alimentaire exigeant de Rambo. Une vétérinaire spécialiste se déplaçait tous les mois. Elle vérifiait les paramètres de santé, adaptait les portions de nourriture et faisait des tests comportementaux. Mais rien de cela ne semblait à présent une contrainte. Chaque difficulté était compensée par un regard, un geste, un ronronnement. Puis vint l'hiver. Rambo découvrit la neige pour la première fois. Au début méfiant, il se mit à bondir, rouler, chasser les flocons avec une joie enfantine. Rosie finit par le rejoindre dans le jardin clos.
Ensemble, ils laissaient des traces en spirale dans la poudreuse. Tom et Linda les observaient depuis le porche, émerveillés. Un jour, Rambo tenta même de grimper dans un arbre enneigé, glissa puis se releva en secouant la tête, fier et déconcerté. Ce fut ce soir-là que Linda, en le regardant se lever au creux de Tom, murmura « Tu te rends compte ?» Il était condamné. Et maintenant, regarde-le. Rambo était bien plus qu'un animal sauvé. Il était devenu un symbole vivant de la seconde chance. Et chaque soir, lorsqu'il se levait sur les genoux de Tom, un souffle chaud contre son cœur, il savait qu'ils avaient eu raison d'y croire. La fin de l'hiver apporta un calme particulier. Les jours rallongeaient, les oiseaux revenaient timidement et le soleil chauffait de nouveau la terrasse où Rambo aimait s'étendre. Il avait pris ses marques, trouvé ses habitudes et imposé sa présence avec douceur dans cette maison qui était désormais la sienne. Chaque membre de la famille avait changé à son contact. Rosie, la border collie nerveuse, était devenue plus calme. Elle ne fuyait plus au moindre bruit. Elle se permettait même parfois de poser sa tête contre le flanc de Rambo pendant la sieste. Baxter, le vieux Golden Retriever, marchait plus lentement, mais ne manquait jamais de saluer le lynx chaque matin d'un frétillant coup de queue. Tom et Linda, eux, avaient changé de rythme. Ils s'éveillaient plus tôt, partageaient plus de silence, apprenaient à lire les gestes et les humeurs de leur nouvel ami sauvage. Chaque regard de Rambo, chaque changement dans ses habitudes était interprété, compris, respecté. Leur quotidien tournait autour de lui, mais sans lourdeur. C'était une harmonie nouvelle, une façon de vivre plus lente, plus attentive, presque spirituelle. Ils ne voyaient plus les saisons passer de la même manière. Ils apprenaient à observer, à attendre, à savourer les instants présents. Jour de février, Linda trouva Tom endormi dans son fauteuil. Rambo était étendu sur lui, les pattes pendantes, la tête enfouie dans le creux de son bras. Sur le tapis, Baxter dormait profondément, et Rosie était levée sur le canapé voisin. Le feu crépitait encore dans la cheminée, et dehors, la neige tombait en silence. Elle sentit une vague de bonheur absolu. Ce moment-là, cette image, était la preuve qu'ils avaient leur bien fait. Ce n'était pas un miracle spectaculaire, mais un ensemble de petits miracles quotidiens. Elle repensa à ce jour où Jennifer avait appelé. Ce jour où ils avaient accepté de tenter l'impossible pour un animal que tout le monde avait déjà oublié. Ils s'étaient préparés à offrir des soins palliatifs, peut-être quelques semaines de répit. Ils n'avaient jamais imaginé qu'il deviendrait un membre à part entière de la famille. Il avait comblé un vide qu'ils n'avaient même pas conscience de ressentir. 2 ans jour pour jour après l'arrivée de Rambo au refuge de Pine Ridge, le docteur Margaret Willis vint leur rendre visite. Elle était restée en contact, curieuse de suivre le parcours de ce cas qu'elle avait cru irréversible. Quand elle vit Rambo bondir sans effort sur ses plateformes, les muscles pleins de vie, elle resta bouche bée. « Je n'y aurais pas cru », murmura-t-elle. « Quand il a quitté notre centre, j'étais convaincue qu'on ne faisait que repousser l'inévitable. Il avait juste besoin de retrouver sa famille, » dit Tom, en regardant Rambo qui venait de lui frotter les jambes. Margaret passa l'après-midi avec eux, écoutant les anecdotes, regardant les vidéos de Rambo dans la neige, Rambo jouant avec Rosie, Rambo s'étendant sur les genoux de Tom. Elle rit, pleura un peu et finit par avouer que cela lui redonnait foi en son métier. Ce jour-là, Linda avait apporté des branches d'érable fraîches. Elle les disposa près du coin préféré de Rambo, au soleil. Comme toujours, Rosie suivit, tenta d'en manger, grimaça et cracha les feuilles en regardant le lynx d'un air dégoût. Tom se mit à rire, une main sur le ventre, pendant que Rambo, imperturbable, continuait à grignoter avec concentration. Cette scène était devenue un rituel. Plus tard, ce soir-là, alors que la maison s'assoupissait, Rambo changea de routine. Il ne bondit pas directement sur les genoux de Tom. Il alla d'abord vers Linda, frotta doucement sa tête contre son bras, puis fit un petit pas vers Baxter pour lui toucher le museau, et enfin vers Rosie, qui lui donna un léger coup de langue, sur l'oreille. Alors seulement il sauta sur Tom, fit 3 cercles et s'enroula avec un soupir profond. « Il nous dit merci », murmura Linda. Tom caressa la fourrure soyeuse entre les oreilles de Rambo, sentant le ronronnement vibrer jusque dans sa poitrine. « Merci de nous avoir choisis, souffla-t-il, de nous avoir fait confiance, de nous avoir appris que les familles les plus inattendues
sont parfois les plus parfaites. Dehors, le ciel était clair, parsemé d'étoiles. Un calme profond régnait dans la campagne du Wyoming. Un lynx roux, jadis condamné, dormait sur un fauteuil. Un golden retriever rêvait de balles de tennis. Une chienne autrefois craintive était paisiblement endormie. Et deux êtres humains qui pensaient terminer leur vie dans le silence d'une retraite banale vivaient une aventure inattendue. Dans cette maison, il y avait plus que des murs et des meubles. Il y avait des liens tissés dans le silence, la patience, la confiance. Et si l'on écoutait bien au creux de la nuit, on pouvait entendre le doux ronronnement d'un lynx sauvé. Un son discret mais puissant, le son d'une seconde chance, le son d'une famille recomposée, silencieuse mais solide, prête à affronter les jours comme ils viennent, ensemble.